Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon pour vous. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Eh bien, tant mieux. Bonjour à tous, merci donc d'être présents. Je vais d'abord saluer les locaux et puis bien évidemment les journalistes qui sont avec nous à distance. L'idée était avec mes collègues vice-présidents de faire un petit point sur la rentrée. Alors comme vous pouvez le voir, on est 4 devant vous aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas être là. Et donc on va peut-être commencer par faire un point lycée dans la délégation qui me concerne. Et puis après, je laisserai bien évidemment mes collègues vice-présidents Arnaud sur l'apprentissage, Daniel sur l'enseignement supérieur, Anne sur les formations sanitaires et professionnelles, vous parler de la rentrée dans leur délégation. Et puis, si vous avez ensuite des questions sur les transports scolaires, notre collègue Franck Dersin a déjà beaucoup répondu à ces sujets-là, mais on a encore fait un point hier sur le sujet. Donc, si vous aviez des questions, bien évidemment, on en parlera. Et puis, il nous manque comme collègue Florence Barizot sur toute la partie jeunesse. Éventuellement aussi, si vous avez des questions, elle ne pouvait pas être parmi nous. Et donc on y répondra, bien évidemment. Peut-être très rapidement vous rappeler ce que c'est les lycées dans la région des Hauts-de-France, donc 272 établissements scolaires qui scolarisent 193 000 jeunes, et puis 156 établissements privés qui sont moins liés à la région bien évidemment et qui eux scolarisent 67 000 élèves à peu près. Je n'ai pas les chiffres de cette rentrée bien évidemment puisqu'on le saura après la rentrée. Donc comme vous pouvez le voir, 428 établissements et à peu près 260 000 jeunes qui fréquentent les lycées de la région des Hauts-de-France. Donc vous comprenez qu'on y attache beaucoup d'importance parce que c'est pas petit. Alors en ce qui concerne les travaux dans ces établissements, c'est certainement le sujet le plus important. Nous avons réalisé encore beaucoup de travaux cet été, plus que les années précédentes. L'année dernière, j'avais annoncé qu'on avait fait des travaux records, cette année encore plus, et je crois que les services ont été très actifs, et je tiens bien évidemment à les remercier. C'est 50 millions d'euros de travaux qui ont été investis dans les lycées de la région cet été. Alors, vous avez dans le dossier de presse qui vous a été remis des exemples. Je veux bien répondre à des interrogations si vous avez des demandes particulières, mais c'est vrai que si je commence à lister tous les travaux que nous avons faits dans les établissements scolaires, je crois qu'on va y passer l'après-midi, donc je voudrais pas être rébarbative. On a bien évidemment ces 50 millions de travaux, ce sont des travaux qui ont été réalisés pendant l'été. Nous avons par ailleurs des gros chantiers, les grosses opérations que l'on appelle dans notre jargon régional, et nous avons actuellement en cours 130 millions d'euros de travaux en cours, qui eux se passent non pas sur les 2 mois de l'été, mais qui se passent sur plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains. Je pense notamment par exemple à la construction de l'école européenne sur l'île, qui elle bien évidemment se fait sur plusieurs années. Donc des travaux très importants. Notre priorité, elle est toujours la même, de faire en sorte que les jeunes dans la région des Hauts-de-France soient le mieux scolarisés. Donc pour être le mieux scolarisés, eh bien, faisons en sorte qu'ils soient le mieux accueillis. Et pour être le mieux accueillis, ça passe par des investissements qu'on veut de plus en plus responsables. Donc on regarde le mieux possible, on va dire, parce que c'est pas toujours facile quand vous avez des anciens bâtiments, quand vous avez des architectes des bâtiments de France, quand vous avez des contraintes. Mais j'ai l'exemple actuel qui est le lycée Paul Langevin à Beauvais, par exemple, où nous avons refait toutes les façades dans une logique énergétique et qui nous semble indispensable aujourd'hui, et encore plus depuis quelques mois lorsque l'on regarde les évolutions des tarifs d'électricité, de gaz, etc. Nous avons aussi dans cette rentrée une évolution de la carte des formations qui, vous le savez aussi, mais c'est toujours mieux de le dire, qui est un travail en partenariat avec l'éducation nationale, qui est un travail que les services de la région et les services du rectorat font pendant une année entière, et l'idée étant d'arriver à venir à répondre aux attentes des établissements, mais les attentes des établissements, elles ne sont pas uniquement regardées sur un papier, elles sont aussi regardées par rapport aux attentes du territoire, par rapport au manque de formation dans nos territoires et à la complémentarité de ce qui existe dans notre territoire.
Et puis la rentrée, c'est aussi la carte Génération Hauts-de-France, on en parle beaucoup. La carte Génération Hauts-de-France, c'est le coup de pouce financier que la région Hauts-de-France donne à tous les jeunes de la région des Hauts-de-France sans aucune condition. C'est donc pour les lycéens professionnels et les lycéens en section générale et technologique, 100 € la première année lorsqu'ils rentrent en seconde dans le lycée, et puis ensuite les années suivantes, 55 € l'année de première et l'année de terminale. Et puis les apprentis, je me permets d'en parler, Arnaud, c'est 200 €, puisque à l'époque, il avait été imaginé que le matériel dont ils ont besoin, ils l'achètent au début de leur formation et n'ont pas besoin, alors que dans les autres sections, ils peuvent en avoir besoin tout au long de leur scolarité, des nouveaux livres ou de nouveaux matériels. Donc cette carte Génération Hauts-de-France, c'est un budget non négligeable pour la région des Hauts-de-France, c'est 10 millions d'euros pour la région des Hauts-de-France, et donc il est important, bien évidemment, d'aider au mieux les jeunes sur cette rentrée scolaire. Et puis après, nous avons d'autres actions qui viennent accompagner. Alors on a parlé un peu transport scolaire. Je rappelle quand même que le transport scolaire est gratuit dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France dorénavant. Donc c'est aussi un coup de pouce non négligeable. Nous avons aussi pour les jeunes, mais je pense que mon collègue, là, Daniel, cette fois-ci, en parlera plus, sur toutes les aides au transport et à la mobilité qui touchent bien évidemment les 18 ans et plus. Donc c'est plutôt des étudiants que des lycéens. Nous avons aussi l'accompagnement au stage pour les jeunes qui voudraient confirmer une formation, la possibilité de faire des stages en période de vacances scolaires avec une convention tripartite entre la région qui finalement prend la place, si je peux le dire, du temps des vacances scolaires de l'éducation nationale, entre l'entreprise bien évidemment qui accueille le jeune et la famille et le jeune qui sont concernés par ce stage. Nous avons aussi l'environnement numérique de travail, on en avait beaucoup parlé, notre ENT, beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire. C'est toujours un outil indispensable. On s'est rendu compte qu'il est devenu indispensable avec la crise sanitaire, mais il l'est quand même sans crise sanitaire. C'est un outil qui est le lien entre les familles et les établissements scolaires, mais c'est aussi un outil qui permet du travail, de passer des informations, des documents, et donc on est en train de réfléchir à l'améliorer le plus possible pour être le plus en adéquation possible. On a eu la problématique de la visio au moment de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il faut pouvoir le refaire au cas où, mais ce n'est pas tellement la visio. Aujourd'hui, on se rend compte que maintenant, beaucoup de jeunes l'utilisent, les familles aussi, et il faut bien évidemment répondre en fonction de leur utilisation et le mieux possible. Et puis pour finir, peut-être un point sur les tarifs de restauration, qui est aussi un sujet qui aujourd'hui intéresse beaucoup. Vous savez que nous avons une augmentation des coûts des denrées qui est très élevée, et nous avons remarqué déjà que les pâtes, je crois que la volaille et quelques sujets qui sont souvent servis dans les restaurations scolaires sont en très nette augmentation. Nous avons sur les tarifs de restauration deux sujets qu'il faut distinguer. La partie inflation, qui pour le moment, nous n'avons pas fait le choix politiquement, et le président Xavier Bertrand y tient, de le répercuter dans les tarifs de restauration. Mais comme vous le savez, c'est nous qui fixons les tarifs de restauration, et nous avons par ailleurs un sujet qui est non négligeable dans la région des Hauts-de-France, qui est l'harmonisation des tarifs de restauration, puisqu'en Picardie, là où nous sommes aujourd'hui sur l'Académie d'Amiens, le tarif de restauration est unique dans l'ensemble des établissements scolaires à 3,85 €, quel que soit l'établissement que le jeune fréquente, il paye son repas 3,85 €. Alors que dans le Nord-Pas-de-Calais, le tarif n'est pas harmonisé, et si vous regardez la délibération qui est prise, les tarifs sont différents d'un établissement à un autre, avec des tarifs bien en dessous des 3,85 €, par moment même uniquement à 2 €. Et donc la fusion des régions nous oblige réglementairement à harmoniser les tarifs. C'est pas logique qu'un jeune en Picardie paye 3,85 € et que sur l'île, il payerait 2 €. Donc nous devons harmoniser, et donc nous avons délibéré au mois de juin une augmentation du tarif de restauration, non pas pour la partie des Picards, mais pour la partie Nord-Pas-de-Calais, pour tendre vers ce 3,85 € qui est notre tarif cible à l'échelle de la région des Hauts-de-France pour l'ensemble des jeunes de la région des Hauts-de-France.
Il faut savoir que la restauration scolaire, ce sont des agents régionaux qui sont dans les lycées et qui fabriquent les repas. Et donc nous avons dans les lycées un budget qui s'appelle le SRH, le service restauration hébergement, et qui est un budget qui doit être équilibré, comme tout budget d'ailleurs. Et donc automatiquement, si vous avez des denrées que vous achetez qui coûtent plus cher et des tarifs qui n'augmentent pas, l'équilibre il est de plus en plus compliqué. Donc nous travaillons bien évidemment à ce que les recettes soient pour les établissements notamment concernés avec des tarifs bas le plus élevés possible, mais aussi nous travaillons et nous allons réfléchir à toutes les possibilités pour que les achats coûtent moins cher. Nous avons ici ou là de nombreux marchés où plusieurs lycées se regroupent pour pouvoir acheter ensemble et avoir des denrées qui coûtent moins cher, mais nous allons réfléchir peut-être à de nouvelles choses innovantes. On peut tout imaginer pour faire en sorte que justement ces tarifs à l'achat soient les moins élevés possibles. Voilà ce que je pouvais dire sur les tarifs de restauration. Peut-être laisser mes collègues parler de leur thématique, puis on répondra après à toutes vos questions. Si vous voulez, je peux embrayer sur l'étape d'après, après le lycée, donc l'enseignement supérieur. Alors peut-être quelques données chiffrées sur l'enseignement supérieur en région. On a aux alentours de 240 000 étudiants qui poursuivent leurs études dans notre région. On a longtemps accusé un relatif retard, notamment sur le nombre de lycéens qui obtenaient leur bac et qui donc poursuivaient leurs études en supérieur. On est en dynamique de rattrapage, et ça c'est un élément positif qu'il faut souligner. On est en train de rattraper notre retard à l'échelle nationale. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons évidemment construit une politique d'enseignement supérieur qui correspond aux défis que nous avons à relever. À titre d'information, pour vous identifier les difficultés que nous pouvons rencontrer, évidemment, nous avons une question de répartition territoriale, donc la question de la mobilité est importante. Nous avons un enjeu social très fort, puisque nous avons 4 étudiants sur 10 qui sont boursiers dans notre région, donc c'est un élément important. Et nous avons évidemment aussi besoin de coller le plus possible à la réalité économique de notre territoire, à la réalité économique et sociale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la région n'est pas en compétence totale sur l'enseignement supérieur et la recherche, contrairement au lycée où nous gérons le bâti. Nous avons un rôle de chef de file. Quel est notre rôle? C'est d'animer l'écosystème d'enseignement supérieur et de recherche à l'échelle régionale et de s'assurer que nous mettions en œuvre toutes les conditions de la réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur. Quels sont du coup les dispositifs que la région a mis en place pour accompagner ces étudiants? Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dispositifs qui viennent d'abord à l'amélioration, en première ligne, à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. On l'a bien vu pendant la crise Covid, on a un certain nombre d'étudiants qui ont connu des situations économiques, financières extrêmement difficiles, avec parfois des difficultés en matière de logement, en matière alimentaire évidemment, et avec tout ce que cela peut impliquer en matière de santé notamment. Donc nous avons créé un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent bien aujourd'hui, qui concernent d'une part la création d'emplois et de contrats étudiants. Nous avons des contrats étudiants qui permettent à la fois de donner un emploi à l'étudiant, mais aussi d'accompagner les étudiants de notre région pour lutter par exemple contre le décrochage scolaire. On a des étudiants relais santé qui sont présents, et je le dis avec ma collègue en charge de la santé à la région, qui sont en charge de faire de la prévention, de faire de l'information sur les questions de santé. Et ça permet à la fois, là aussi, de donner de l'emploi et de faire face à des questions liées, par exemple, à l'addiction, liées à un certain nombre de pratiques à risque que l'on peut connaître dans le monde étudiant. On a aussi mis en place une aide à la restauration des étudiants. C'est là aussi une politique volontariste. Nous ne sommes pas tenus de le faire au titre de nos compétences. C'est vraiment un engagement très fort du président pour accompagner les étudiants. Nous permettons d'offrir 100 repas aux jeunes boursiers, échelons entre 3 et 7, ce qui représente un nombre significatif d'étudiants. On a aujourd'hui à peu près 1 900 000 repas qui sont offerts aux étudiants de la région sur le budget régional. On a aussi mis en place un fonds régional social d'urgence. Ce fonds régional social d'urgence, il est activé par le Crous dans les situations les plus difficiles, lorsque les étudiants sont dans des situations de précarité extrême. Et on a en moyenne 2000 étudiants qui sont aidés lorsqu'ils rencontrent ces difficultés, avec une enveloppe moyenne d'accompagnement et d'aide de 400 €. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont très concrètes et qui permettent d'aider les jeunes dans leurs conditions de vie. On a aussi un défi. Ce défi, c'est celui de la réussite
lutter contre le décrochage, lutter contre les situations parfois de désengagement. On peut perdre parfois des jeunes. On avait d'ailleurs cette grande inquiétude pendant le Covid, puisque beaucoup de jeunes pouvaient décrocher puisqu'ils n'étaient plus en lien avec le corps enseignant, plus en lien avec les établissements. Nous avons donc là des dispositifs très précis qui viennent à la fois en accompagnement avec du mentorat et du tutorat, par des pairs, donc des étudiants eux-mêmes. Et nous avons donc un dispositif qui permet d'accompagner à peu près 3600 jeunes sur l'ensemble de la région, du lycée, et y compris pendant leurs études à l'enseignement supérieur, pour s'assurer qu'ils ne décrochent pas et qu'ils réussissent leur insertion professionnelle une fois que leurs études sont terminées, une fois qu'ils sont diplômés. Nous avons aussi un enjeu, c'est celui de l'internationalisation, c'est-à-dire d'accompagner nos jeunes vers l'international et de s'assurer qu'ils puissent poursuivre leurs études en ayant le meilleur bagage. Et nous avons pour cela une bourse d'études pour que les étudiants puissent partir à l'étranger et structurer encore leur parcours et être d'autant plus adaptés aux besoins du marché du travail. C'est à peu près 2500 étudiants, et c'est un budget de 4 millions d'euros, donc c'est un engagement très fort pour la région des Hauts-de-France, cette logique d'internationalisation des profils des jeunes. Nous avons aussi voulu, au travers d'un accompagnement global des associations étudiantes à l'échelle de la région, mettre en place des dispositifs qui font vivre les campus universitaires. Ça passe par des aides aux associations dans des initiatives étudiantes, qu'elles soient festives, culturelles, sportives. Donc ça, ce sont toutes les associations de la région étudiantes qui peuvent mobiliser les budgets régionaux pour pouvoir mener leurs projets. Et puis nous avons aussi mis en place, et ça c'est un dispositif qui mérite d'être davantage connu, et j'insiste, ce sont les épiceries solidaires. Nous avons vu que pendant la crise Covid, les jeunes avaient parfois besoin d'aller voir soit des collectivités locales qui avaient des dispositifs au travers de leur CCAS, ou parfois la région avec ce fonds d'urgence, mais il y avait aussi parfois besoin de contacts de pair à pair, et les épiceries solidaires sont aussi là pour ça. Nous avons déjà accompagné, nous voulons continuer à accompagner la création et le développement de ces épiceries solidaires à l'échelle régionale. C'est vrai que c'est un engagement parfois lourd pour les étudiants et pour les associations étudiantes, mais on se rend compte que parfois les étudiants, quand ils ont besoin d'être aidés, vont plus facilement vers leurs collègues du même âge plutôt que vers des institutions. Donc c'est quelque chose sur lequel nous voulons insister. Et puis Manuel, ce sera mon dernier mot, a évoqué les différentes aides qui pouvaient exister en matière d'accompagnement, notamment sur la mobilité. Nous avons une carte adaptée avec des tarifs adaptés pour les étudiants dans les TER. Nous avons évidemment aussi un certain nombre de dispositifs qui sont ouverts aux professionnels, mais également aux étudiants qui sont en insertion professionnelle pour financer leur véhicule. Vous connaissez le dispositif, le véhicule à 2 €, qui sont aussi ouverts aux étudiants en insertion professionnelle. Et donc, tout un tas de dispositifs qui, au fond, permettent de répondre aux 3 défis. Le premier défi, c'est évidemment de lutter contre le décrochage scolaire. Le deuxième, c'est de s'assurer de la mobilité. Et puis le troisième, c'est d'avoir des conditions de vie étudiantes suffisamment décentes pour qu'ils puissent réussir leurs études et ensuite, évidemment, s'insérer professionnellement. J'enchaîne. Sur la santé. En effet, sur la santé, on est sur une thématique qui va concerner à la fois nos lycéens et les étudiants. Alors, comme vous le savez, la santé n'est pas une compétence directe régionale. C'est une compétence que l'on a choisi de prendre. Et notamment, évidemment, concernant la santé des jeunes, c'est un enjeu majeur dans la région. Et au moment de cette rentrée, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler tout ce que nous faisons tout au long de l'année pour les lycéens, les étudiants, les apprentis. Ce sont tout d'abord des actions de prévention, de nombreuses actions de prévention, tout d'abord concernant la sensibilisation et les actions pour lutter contre le sida et la contamination au VIH. Donc nous avons d'ailleurs cette année pu, avec Manuel Martin, nous rendre dans un lycée amiénois pour regarder comment était mis en place l'installation des premiers distributeurs de préservatifs. Il y a 250 000 préservatifs qui ont été distribués cette année, en tout cas sur l'année scolaire précédente. Donc je vous le rappelle, le système, un distributeur qui est installé au sein du lycée, donc dans un lieu choisi évidemment avec les professionnels du lycée, donc que ce soit le service de santé ou évidemment le proviseur, donc installé dans un lieu
Voilà, en tout cas assez stratégique. Et donc pour 1 euro, le lycéen peut avoir un préservatif masculin et féminin. Donc une opération qui a fonctionné sur il y a 216 distributeurs qui ont été installés sur l'année précédente. Cette fois-ci, il y a 107 distributeurs nouveaux qui vont être installés, à la fois dans les lycées généraux, les lycées agricoles et les CFA. Donc nous poursuivons l'installation des distributeurs de préservatifs. Nous avons aussi des distributions qui se font concernant les protections féminines. On sait, là on est plutôt sur une lutte contre la précarité, mais évidemment c'est une question de santé bien sûr. Donc on a cette distribution qui va se poursuivre, qui va aussi s'accompagner avec des actions de sensibilisation afin que les jeunes filles puissent aussi accéder à des protections, on va dire, développement durable, en tout cas voilà, des culottes menstruelles ou des coupes menstruelles. En tout cas, on accompagne aussi cette question qui est un vrai sujet pour les jeunes filles dans notre région. On a aussi des actions de sensibilisation toujours concernant le sida et le VIH. On a des actions de sensibilisation envers les jeunes bien ciblées à travers des opérations comme le mois sans tabou ou les après-midi du zapping. Alors concernant les après-midi du zapping, ça va reprendre à partir de septembre. C'est évidemment des actions sur l'ensemble des départements, une quinzaine d'actions. Donc ce sont des après-midi qui ont lieu avec les lycéens. Il y a environ 1000 jeunes qui ont pu bénéficier de cette action des après-midi du zapping. Donc ça fonctionne bien. Donc on continue et ça va donc commencer en septembre. On a aussi un dispositif prévention santé et innovation. Donc là, on est dans les dispositifs de droit commun de la santé. Donc c'est un appel à projet où il y a une enveloppe qui est dédiée à hauteur de 1 million d'euros. Et là, en fait, les têtes de réseau qui concernent la santé des lycéens et des étudiants peuvent se positionner pour porter des projets innovants concernant la prévention santé. Je pense par exemple à des associations nationales, mais qui se trouvent en Hauts-de-France et qui luttent contre l'addiction aux écrans, par exemple. On sait que c'est aussi une question importante pour les jeunes. Vous avez aussi de nombreuses actions plutôt pour le sport santé. Alors Florence Barizot n'est pas là, mais elle pourrait longuement vous en parler. Le sport santé dans nos lycées, c'est évidemment important pour lutter contre la sédentarité des lycéens. Voilà, donc ça c'est sur le dispositif prévention santé innovation. C'est vraiment un dispositif important qui a 3 axes. Les maladies cardiovasculaires, la lutte contre le diabète, le surpoids. Et nous avons aussi la santé environnement, qui est évidemment un point important. On a aussi, Manuel Martin l'a rappelé tout à l'heure, évidemment la crise Covid est passée par là. On a parlé de l'ENT, il y a aussi la question de l'hybridation de l'enseignement. Donc en fait, quand vous avez un lycéen qui est empêché, par exemple, pour raison de santé, il va avoir la possibilité, grâce à une convention que nous avons passée avec l'État, à peu près 4 millions d'euros, une convention avec l'État qui permet de mettre à disposition auprès des lycées des kits d'hybridation, donc pour avoir tous les moyens techniques pour que le lycéen puisse accéder à l'enseignement à distance. On sait à quel point la qualité de l'équipement est importante pour pouvoir bénéficier d'un enseignement de qualité. Voilà, donc après vous avez aussi d'autres actions concernant la santé qui sont assez transversales. On va le retrouver à travers la santé alimentation bien sûr, le sport santé, voilà, et puis tout à l'heure tu parlais relais santé, si je peux me permettre, je rebondis. C'est vrai que les relais étudiants santé, c'est vraiment un outil très important parce que ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes, en langage jeune, qui ont été formés, parce que dans les heures, dans leur contrat, évidemment, ces jeunes sont formés pour pouvoir faire passer le message de sensibilisation concernant la santé. Et ces relais vont être plus nombreux cette année. Ils sont évidemment sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Ils sont plus nombreux, ils sont formés. Ils bénéficient d'un véritable emploi, qui n'est pas un emploi précaire, qui est véritablement un emploi, et surtout qui agit, on l'a vu pendant la crise Covid, et on le voit encore aujourd'hui, ça devient indispensable, et c'est pour ça qu'on monte en puissance sur ces relais étudiants santé. Voilà, donc je me permettais juste de compléter. Voilà. Et puis dans le dossier presse, vous avez aussi d'autres expérimentations, comme des expérimentations qui sont menées à Sciences Po Lille, concernant les maladies cognitives, mais évidemment je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail. Alors, bonjour à tous. Donc, sur l'apprentissage, l'apprentissage connaît dans la région des Hauts-de-France une vraie appétence parce que de plus en plus de jeunes aujourd'hui font le choix de l'apprentissage, de ce type de formation. Donc en 2019, on était à près 68
CFA. On est à 121 aujourd'hui à la rentrée 2021, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du nombre de centres de formation. Et nous sommes passés l'année dernière à 48 000 apprentis, ce qui est déjà beaucoup par rapport à ce qui existait avant, à cette année à 64 800 apprentis à la rentrée 2022, c'est dire qu'il y a un vrai développement de l'apprentissage dans les Hauts-de-France. Alors rappelez que c'est quand même une politique volontariste de la région. Toutes les régions n'ont pas le même dispositif et je pense que la région des Hauts-de-France a une vraie volonté pour développer le nombre de ces apprentis. Rappelez qu'un apprenti, c'est d'abord aussi un salarié, c'est un salarié qui se forme, et un apprenti, c'est aussi un jeune quand il sort de son cycle de formation. Eh bien, dans les 6 mois à la fin de sa formation, et à 80%, il est dans le marché de l'emploi, il trouve un boulot. Donc c'est dire qu'il y a une facilité pour l'apprenti de rentrer dans le monde professionnel. Alors, aujourd'hui, la région des Hauts-de-France a confirmé l'ensemble de son ambition et de l'engagement qu'elle a vis-à-vis de l'apprentissage, afin de soutenir et accompagner les apprentis. Chez l'apprenti, le risque, c'est évidemment les ruptures de contrat, où l'apprenti qui a un problème personnel, qui va peut-être arrêter son apprentissage, parce que c'est quand même plus complexe pour un apprenti de faire le choix évidemment d'un centre de formation, mais aussi d'une entreprise, parce qu'il va jeune dans le monde de l'entreprise. Et donc la région de Hauts-de-France a mis des dispositifs afin un fonds de solidarité des apprentis, quand un apprenti a des difficultés ponctuel et risque d'arrêter sa formation, et bien la région vient en substitution et vient l'accompagner de manière évidemment financière pour qu'il puisse continuer son type de formation. C'est aussi des dispositifs de reprise des apprentis. Quand il y a une rupture de contrat entre le centre de formation et l'apprenti, et bien la région vient confirmer pendant 2 fois 3 mois l'apprenti et essaie de maintenir l'apprenti dans son centre de formation et prend en charge évidemment cette continuité. Aussi l'aide, tout à l'heure Emmanuel Martin l'a dit, c'est tout l'accompagnement sur la carte génération, mais c'est aussi important sur l'hébergement, la restauration ou encore le transport, où la région des Hauts-de-France vient accompagner ses apprentis. C'est aussi des investissements assez massifs parce que depuis 2020, c'est près de 50 millions d'euros qui ont été investis dans les centres d'apprentissage, à la fois pour moderniser les centres d'apprentissage. Je vous invite à aller voir beaucoup de centres de formation par apprentissage, où c'est vraiment des équipements assez modernes. Donc la région des Hauts-de-France vient aider au titre des bâtiments, mais aussi au titre des outils pédagogiques dans le numérique. Donc il y a eu différents appels à projets pour confirmer évidemment l'accompagnement que nous avons vis-à-vis des centres de formation. Et c'est une vraie réussite parce qu'on a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui remontent et il y a une vraie modernisation de ces types des UFA. Enfin, c'est l'accompagnement sur des contrats pour faciliter l'insertion. Donc il y a aussi un travail qui est mené afin de faciliter, avec proche orientation, l'insertion du jeune pour qu'il trouve aussi l'entreprise qui pourra l'accueillir et aussi faire le choix de son lieu d'apprentissage, parce que c'est quand même assez nouveau de faire le choix de l'apprentissage. Et donc il y a vraiment un accompagnement qui est très fort. Et aussi la région, à travers l'ensemble de ses marchés, à travers demande des clauses d'insertion qui aident de l'apprentissage dans les entreprises qui répondent à des marchés publics, notamment des marchés publics régionaux, pour qu'il y ait un nombre d'apprentis important. C'est aussi la sécurisation des parcours pour les contrats d'apprentissage. Donc là, c'est l'accompagnement à travers des appels à projets, il y en a un qui est en cours d'ailleurs, sur l'accompagnement pour aider psychologiquement le jeune. Parce que des fois, le jeune, évidemment, ça peut être un peu compliqué pour lui, parce qu'il peut être loin de son centre de formation. Il doit aussi prendre un logement près de l'entreprise où il va faire son stage. Donc là, évidemment, il a besoin d'un soutien très renforcé. Donc on vient accompagner les centres d'apprentissage à travers des appels à projets pour qu'ils puissent au mieux accompagner les jeunes. Donc voilà la politique apprentissage qui est confirmée, et dire l'engouement qui est 48 000, 68 000 apprentis, 64 000 apprentis aujourd'hui, c'est dire qu'il y a vraiment un vrai engouement. Donc avant, c'était aussi des formations infra-bac, c'était souvent les métiers de bouche, c'était des métiers dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans le post-bac, à travers des filières sur l'informatique, le commerce. C'est vraiment ça aussi qui se développe. La région des Hauts-de-France est aussi un régulateur. C'est-à-dire qu'il y a des territoires, ce qu'on va appeler des zones blanches, où les centres d'apprentissage sont très peu présents. Donc notre vocation, c'est aussi d'aider ces zones à développer des contrats d'apprentissage, développer des centres de formation, à accompagner
les centres d'apprentissage pour qu'ils puissent se développer dans ces régions, pour répondre aussi à un besoin vis-à-vis des jeunes. Et aussi, quand on a besoin aussi de main-d'œuvre dans les entreprises, l'apprentissage est aussi une vraie opportunité. C'est aussi des formations, certaines formations qui demandent à avoir un accompagnement un peu plus important. Et la région des Hauts-de-France, évidemment, accompagne à travers l'ensemble de sa politique d'investissement, c'est l'ensemble de ces unités de formation. Et puis aussi, c'est une compétition qui nous tient vraiment aussi à cœur, c'est les World Skills. Donc on est arrivé à la 47e édition des World Skills. Ça, c'est une vitrine à la fois pour les jeunes qui sont des vrais compétiteurs, mais aussi pour les formations qui prennent aussi la lumière à ce moment-là pour attirer les jeunes et montrer aux jeunes que des formations, que ce soit dans les métiers de l'industrie, les services, l'alimentation, ou que d'autres métiers, qui puissent d'autres jeunes. C'est une belle méthode de communication parce que des jeunes parlent à d'autres jeunes pour qu'ils puissent faire la preuve qu'on peut réussir dans l'apprentissage. Et bien, les World Skills, c'est une formidable vitrine, donc 47e édition. L'année dernière, on a eu quand même 5 médailles d'or, c'est dire qu'on a encore envie d'avoir plus de médailles d'or et plus de jeunes qui puissent aller vers ces compétitions. J'ai oublié un sujet qui n'est pas grave, mais quand même. On a parlé bien évidemment des lycéens, on a parlé des étudiants et puis après donc leur parcours. Mais on a aussi l'orientation des jeunes dans la région des Hauts-de-France qui nous importe. Et donc la région, au travers du dispositif Proche Orientation, touche cette fois-ci les jeunes au collège, et notamment dès la 4e, 3e, où nous intervenons dans les collèges pour faire en sorte que le jeune puisse connaître en tout cas le mieux possible, d'abord les différentes formes de formation, que ce soit l'apprentissage, la formation professionnelle, quelle différence, etc. On vient en accompagnement, bien évidemment, de l'éducation nationale, et on ne fait pas la formation à leur place, mais on vient accompagner le jeune, et du coup lui faire découvrir tous les métiers qui existent en fonction de sa demande. Donc nous avons lancé le dispositif Proche Orientation. L'idée, c'est d'être en proximité, de faire en sorte que des professionnels viennent parler aux jeunes en proximité de leur métier. Donc nous avons une plateforme où un professionnel s'inscrit dans son métier, et nous avons les lycées, et notamment les professeurs principaux, qui ont accès à cette plateforme et donc qui peuvent venir piocher dans cette plateforme le professionnel pour le faire intervenir devant une classe. On sait que malheureusement, bien souvent, la classe entière n'est pas intéressée obligatoirement par le métier, mais le professeur principal peut aussi créer un lien entre le jeune et le professionnel pour faire en sorte que justement il y ait un échange. Et la proximité permet aussi aux jeunes de se rendre dans l'entreprise pour éventuellement mesurer, je pense notamment lorsqu'il se lance dans une voie professionnelle, mesurer l'appétence qu'il a pour le métier, pour le métier futur. Et donc, Proche Orientation est un dispositif peu connu encore, mais qui a tout son intérêt dans la formation des jeunes. Aujourd'hui, on sait que 80% des jeunes, ce sont les parents qui choisissent leur orientation en 4e ou 3e. Et donc, il est important de faire en sorte que le jeune puisse choisir son orientation. Encore faut-il, bien évidemment, qu'il le sache. Il y en a certainement une grande majorité qui ne le savent pas en 4e ou en 3e. Mais pour celui qui a envie de faire quelque chose, il faut faire en sorte de pouvoir lui permettre de le faire et de voir si vraiment ça lui plaît. Donc Proche Orientation est un dispositif qui nous tient à cœur en région des Hauts-de-France.